Bonjour ou bonsoir à chacun de vous et bienvenue dans Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et c'est un honneur de vous retrouver pour un nouvel épisode où l'on explore ensemble la vibration, la conscience et la mission de grandes âmes qui ont marqué notre monde. Merci d'être présent, d'être ouvert. Merci d'être au rendez-vous de cette aventure céleste où chaque émission devient un espace de transformation, de réflexion et de lumière. Aujourd'hui, nous accueillons deux géants vibratoires, deux âmes flamboyantes, deux créateurs qui ont traversé la scène mondiale comme des comètes. Oui, David Bowie et Freddie Mercury sont avec nous aujourd'hui. David, l'âme caméléon, le visionnaire cosmique, celui qui a toujours osé se réinventer pour révéler la vérité derrière les masques. Freddie Mercury, l'âme solaire, le cœur incandescent, celui qui a chanté la vulnérabilité humaine avec une puissance qui traverse encore les générations. Ces deux âmes se joignent à nous aujourd'hui pour ouvrir un espace de conscience, de musique, de vérité et d'évolution. Ils nous parleront de transformation, de liberté, d'identité, de compassion et des enjeux mondiaux qui ont touché notre humanité. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, ouvrez votre vibration. Avant d'entrer dans notre table ronde, j'aimerais vous partager une mise à jour importante concernant les relations d'âme qui se sont intensifiées depuis notre dernière émission. Vous le savez ici à Évoluons avec l'âme des célébrités, les connexions ne s'arrêtent pas lorsque l'épisode se termine. Elles continuent, elles évoluent, elles se précisent et parfois deviennent beaucoup plus fortes que prévu. Bon, depuis une semaine, j'ai eu quelques contacts vibratoires avec l'âme de Sidney Poitier. J'ai été surprise parce qu'il avait avancé qu'il m'accompagnait, mais il le fait. À un moment donné, il arrive avec tellement d'enthousiasme que, wouh, je suis surprise que je suis pas capable de garder la connexion, ça débarque. C'est très intense. Un enthousiasme pur, une volontaire. Fait qu'en tout cas, j'ai été surprise de voir à quel point que les fois que ça a connecté, euh, j'ai eu un changement de transformation automatiquement. Il arrive, il apporte quelque chose, là, c'est absorbé, intégré. J'essaie de maintenir la connexion. Et puis, moi, c'est ça. Moi, quelqu'un dit je t'accompagne, mais qu'il le fait pour vrai, c'est plutôt rare. J'ai été surprise de cette bonté qu'il avait. Et puis, ben, on a joué un peu sur la discipline parce que quand j'ai vu le nombre de contacts qu'il établissait, j'ai vu que sa discipline est supérieure à la mienne. Parce que, bon, moi, j'accueille beaucoup les transformations dans la vie sans résistance, en accueillant la vérité, l'acceptation. C'est ce que ça prend avec son féminin pour évoluer. Et puis, bon, ben, je m'occupe de beaucoup de choses dans la vie et qui fait en sorte qu'à un moment donné, pour arriver à une transformation quelconque sur un niveau particulier, bien, ça prend une concentration énergétique, ça prend une force, une volonté d'avancer. Alors là, ça surdiscipline par rapport à la mienne, ça crée un décalage. Parce que là, il voulait que je le suive, mais je peux pas suivre son rythme, j'ai le mien. Fait que je dis oui aux transformations, à l'élévation et tout, mais je peux pas que concentrer là-dessus. Voilà. Fait que j'ai juste dit, garde une petite modération, mais je vais avancer pareil, je vais à mon rythme. Mais je te remercie parce que si un jour je veux donner du gaz, c'est lui que je vais aller chercher niveau discipline, de où ce qu'il veut m'amener encore. Mais c'est parce que son plan n'est pas vraiment compatible au mien à un certain niveau. Fait que si je le suis pendant ce temps-là, moi, c'est pas que je me perds, mais en ce moment, j'ai pas l'énergie pour.
Fait que ça m'a amené à concentrer mon énergie pour garder mon équilibre. C'est tout le temps ça, le but de mes décisions dans ce monde, que ce soit une proposition énergétique ou matière, tu sais. Mais c'est gentil, tu sais, parce que là, c'est une invitation à m'élever avec lui. Je l'aurais bien suivi, je l'aurais bien voulu. Mais je lui dis avant, envoie-moi du renfort. Comme ça, si moi je suis plus dégagée, ben, je suis plus réceptive à aller plus loin dans une certaine direction. Alors voilà. Et ce renfort-là a été envoyé à un certain niveau énergétique aussi, parce que dans la matière, évidemment, ça va laisser un petit peu plus de temps pour y arriver. Mais ça a été le renfort de Guy Lafleur qui est venu dans mon champ comme une éclair. Il a compté dans mon filet mou, ratatiné, comme on dit. Fait que finalement, en faisant mon reel avec, j'ai pu échanger. Les reels sont diffusés en passant sur Instagram ou le Facebook. C'est à tous les jours vers 6 h, 18 h, j'en sors une. Et puis, ben, j'ai fait Guy Lafleur et puis je l'ai envoyé également à Jessie parce que mon entrevue s'en vient, c'est pas décidé encore, mais j'ai un oui et dans ce oui-là, j'ai profité pour avancer ma proposition de collaboration puis d'envoyer le message de Guy à Jessie. Et il m'a dit, Guy, sers-toi de ça. Et effectivement, ça veut tout dire. C'est tellement un bon reel que j'ai demandé à mon gars de web que quand mon site web va sortir, je veux mon reel de Guy Lafleur dessus. Ouais, son message est vraiment très bon. Et puis là, bon, ça va m'aider parce que je veux arriver à vivre de ma création et de mes chroniques, évidemment. Et là, j'ai eu le renfort ben, de Mike Bossy, de Jean Béliveau, de Maurice Richard et d'Henri Richard, qui sont déjà venus à l'émission et avec qui j'ai créé un reel sur les réseaux. Et là, je me suis retrouvée avec une gang qui m'accompagne. Ils se sont rassemblés, ça a formé une forme de géométrie sacrée. Et dans ce regroupement-là, ben, c'était comme un losange avec une belle lumière jaune, évidemment, mais une base corail. Et puis, ben, c'est un orangé pâle, doux, nacré, lumineux. En tout cas, c'était l'énergie qu'ils ont apportée pour m'aider dans ma mission, justement, de soutien, de propulsion, d'élévation pour arriver à, bon, enfin, ils m'ont aidé pour que je puisse enfin percer et contribuer à l'évolution planétaire à plus grande échelle dans la matière. Oui. Et ben, je le fais déjà en énergie, vous le voyez à toutes les semaines. Eux, ils le voient également et ils ont décidé de m'aider à porter cette mission dans un domaine où je peux parfaitement entrer, le monde du sport. Alors, si eux m'aident et bon, moi, je m'aide aussi et j'imagine que ça va apporter un résultat favorable. Donc, c'est à suivre. Retour numéro 3, qui est pas vraiment un retour, mais je le place dans les retours. Bon, c'est un cadeau, un clin d'œil, un remerciement, un hommage à une femme dont je vous parle souvent, mais que vous ne connaissez pas vraiment, Lynn Gagné, notre recherchiste. Ben, je l'identifie de même, mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle est la pierre angulaire de mon évolution radiophonique. Depuis que je suis toute petite, j'avais un petit kit de Mickey Mouse pour m'enregistrer et créer des contenus audio. Je savais que déjà, j'aimais animer, parler, transmettre. Au secondaire, ben, j'en faisais de la radio étudiante que j'aimais beaucoup. Puis en 2014, j'ai décidé d'aller me chercher un diplôme parce que je me suis dit, ben, quand tu veux un travail dans un métier que tu choisis, ça te prend un diplôme. Alors, j'ai eu le diplôme en 2014, mais je n'ai pas eu d'emploi dans mes fonctions de communication et d'animatrice radio. Et puis, ma première émission fut aussi après mon cours de radio, qui est en provenance des étoiles. Et c'est disponible sur YouTube. J'ai reçu des chroniqueurs spécialisés et j'adorais ça, leur poser des questions sur leur spécialité. Et puis, ben, j'ai fermé cette émission-là parce que je faisais voyance directe à VTL de 2015-2016.
Ça a été, j'ai enregistré les émissions, ma partie à moi, et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Fait que vous pouvez voir ce qui s'est passé là aussi. Et puis, bon, quand tout ça s'est terminé, ben, j'ai lancé ma revue, majulie.com, qui a aussi sa chaîne sur YouTube avec des entrevues de vedettes québécoises que j'ai faites. C'était pas spirituel, là, mais bon, j'ai quelques chroniqueurs qui déposaient des chroniques aussi pour accompagner leurs articles. Alors, je continue toujours la revue, mais bon, un géant artistique devenu animateur et président d'une radio web m'a offert une chronique célébrité en lien avec ce que je faisais. Le problème, c'est qu'il n'était jamais disponible, il brisait mes chroniques, puis l'évolution n'allait pas à la même vitesse. Après 15 chroniques, j'ai arrêté. Et c'est là que Lynn entre dans l'histoire. Elle écoutait mes chroniques. Elle aimait avoir dans sa semaine une émission qui parlait de l'invisible, du vibratoire, de l'âme. Elle aimait ça vraiment et elle savait que j'étais une femme d'équipe sûrement parce que j'aime créer avec les gens. Que je porte tout seul dans la vie, ok, et que ça me fait du bien quand quelqu'un décide de m'accompagner dans un projet quelconque. J'aime quand ça avance en gang. Hélène s'est offerte, elle m'a dit, je vais faire les recherches matière pour toi, pour que ton émission prenne forme dans la matière et que tu sois soutenu. Et elle l'a fait, elle le fait encore. Elle est là chaque semaine pour qu'évoluons avec l'âme des célébrités dans la matière. C'est pas juste une énergie, là, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez aimer et écouter et partager sur vos réseaux sociaux rendus là. Et là, malheureusement pour elle, elle sait très bien que si elle arrête de faire les recherches un jour, il y a de très fortes chances que je ferme la porte de l'émission, moi aussi, rendu là. Sauf si elle est remplacée, évidemment. Lynn voulait mettre mon talent en valeur, de lire les dynamiques animalières, parce que, bon, elle voulait une section spéciale, une lecture d'âme d'une vedette animalière, au lieu de choisir une émission complète avec plusieurs animaux célèbres. Elle a choisi Hachi, le chien du film avec Richard Gere. Alors, pour lui faire plaisir, je rentre dans cette section-là pour la remercier de tout ce qu'elle fait. Je glisse dans le retour la lecture de l'âme de Hachi. Et elle a fait des recherches sur le chien. Alors, je fais comme un petit segment de l'émission. Bon, mais bon, en espérant que ça va pas trop rallonger l'émission de la semaine. Mais quand même, c'est intéressant. Donc, avant de commencer, je vous fais un sondage, chers auditeurs. J'ai besoin de vous pour savoir quelle est la durée idéale d'une émission pour vous. Si vous me dites 45 minutes, une demi-heure, une heure et demie, 2 heures, tu vas prendre ça comme ça vient. Vous me répondez en commentaire, en message privé sur les réseaux sociaux, par courriel. Faites-moi savoir votre réponse. Ça va aider à trouver une formule plus juste au niveau du temps. T'sais, si tout le monde dit ah, 1 heure, c'est bon, ben ça se peut que je change le rythme ou que j'enlève un invité. Mais là, des invités, on en a pas mal, hein. On a une section, on a 145 prochaines émissions couplées à 2 personnes. Fait que si on tombe à une émission, on a du contenu pour 7 ans d'émission. Juste avec des idées de vedettes là, qui ont accepté de venir. Donc, en attendant, passons à la lecture de cette vedette animalière. Le petit chien, le film s'appelle Etchy The Dog's Tale. C'est un film américano-britannique réalisé par Leslie Alstorm en 2008 et qui est sorti en 2009. Il s'agit d'un remake du film japonais Hachiko en 1987. Il reprend l'histoire vraie d'un chien Akita nommé Hachiko, devenu un symbole national du Japon pour sa fidélité exceptionnelle. Donc, l'histoire est simple mais bouleversante. Un soir, le professeur Parker Wilson, interprété par Richard Gere, trouve un chiot, Akita, errant sur le quai d'une gare. Sa cage s'est brisée, il est perdu et seul. Parker décide de le garder malgré les réticences de sa femme. Le collier du chien, il y a un symbole japonais 8 dessus, puis Parker décide de l'appeler Eiichi.
18 mois passent, Eiichi grandit et chaque jour il accompagne Parker à la gare. Chaque soir à 17 heures, il revient l'attendre toujours au même endroit. Un matin, Eiichi se met à jouer avec sa balle, chose qu'il ne faisait jamais. Un ami de Parker lui avait dit que les Attica ne jouent que lorsqu'un événement grave se prépare. Et en plein cours, Parker succombe d'une crise cardiaque. Eiichi l'attend le soir, le lendemain, puis chaque jour. Après les obstacles, la famille déménage. Andy, la fille de Parker, tente d'amener Eiichi avec elle, mais le chien n'a qu'un désir, retourner à la gare. Il garde en mémoire la vision de son maître partant au travail et il attend son retour. Andy comprend et le laisse partir. Eiichi retourne à la gare à la même place et il attend pendant 9 ans jusqu'à sa mort. Les voyageurs le remarquent, il devient un symbole de fidélité, de loyauté, d'amour inconditionnel. Le film a été produit par Richard Gere et puis il a été tourné avec un Chia Inu et deux Akita Inu, chacun représentant une période de vie différente du chien. Bien que non distribué en salle aux États-Unis, le film a connu un succès mondial rapportant près de 48 millions de dollars au box-office international. Avec un accueil extrêmement favorable, il s'est placé dans le top 250 des meilleurs films de l'histoire selon les utilisateurs. C'est un film qui a touché des millions de personnes, puis nous, on va aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on va aller voir l'âme derrière cette histoire. Et puis, bon, quand on regarde l'âme de Hachi, la première chose qui se déploie, c'est une vibration blanc perlé, presque translucide, une vibration qui ne cherche pas à briller ni à être vue, mais qui cherche à tenir, à soutenir, à rester. Etchi n'est pas une âme qui bouge, c'est une âme qui attend, qui veille et qui garde. Son énergie est d'une simplicité sacrée, une pureté qui ne s'explique pas avec des mots humains. Les animaux n'ont pas la même dynamique que nous, ils ne doutent pas, ils ne négocient pas, ils ne questionnent pas, ils savent. Et Etchi savait. Il savait que sa mission n'était pas de vivre une vie longue, confortable ou variée. Sa mission était de tenir un point vibratoire, un point fixe, un point d'amour, un point de loyauté et de présence. Eiichi est une âme qui a choisi de s'incarner pour montrer ce qu'est l'amour inconditionnel dans sa forme la plus radicale, l'amour qui ne bouge pas, l'amour qui ne se détourne pas, qui ne se fatigue pas et qui ne renonce pas. Quand on regarde, il y a une vibration terre-or. Très basse, très stable et très enracinée. C'est une âme qui ne monte pas dans les plans supérieurs pour chercher des réponses. Elle reste dans la matière, dans le concret et dans le quotidien parce que c'est là que sa mission se joue. Etchi n'a jamais attendu par cœur, par naïveté. Il l'a fait par contrat d'âme. Dans son chant, on voit une ligne vibratoire qui relie son cœur à celui de Parker. Une ligne droite, sans nœud, sans hésitation. Une ligne qui dit je reste tant que tu restes dans ma mémoire. Pour Hachi, Parker n'était pas un maître, c'était un point d'ancrage, un repère, un centre, une vibration qui permettait d'exister dans la matière. Et quand Parker est décédé, Hachi n'a pas perdu un maître, il a perdu son axe. Et une âme comme la sienne ne se réoriente pas. Elle ne se dirige pas, elle ne se reconstruit pas, elle continue, elle maintient, elle honore. Et Eiichi n'a pas attendu Parker parce qu'il croyait qu'il revenait. Il l'a attendu parce que sa mission était de maintenir la présence de Parker dans le monde physique, même après sa mort. C'est une mission d'âme extrêmement rare, extrêmement noble et exigeante. Dans son chant, on voit une vibration argentée, neige un peu, une vibration de fidélité qui dépasse la compréhension humaine. Les humains voient la fidélité comme un choix. Pour Hachi, c'était une nature, une essence et sa structure vibratoire. Il n'a jamais souffert d'attendre, il n'a jamais été triste ni perdu, il était en mission. Chaque jour, lorsqu'il se rendrait à la gare, il ne faisait pas un geste de nostalgie, il faisait un geste de maintien vibratoire. Il gardait la place, il gardait le lien, il gardait la mémoire, il gardait l'amour.
Etchi est une âme qui a incarné la loyauté comme vibration de guérison collective, parce que son histoire, même si elle est individuelle, touche l'humanité entière. Elle rappelle que l'amour ne disparaît pas après la mort et que la présence ne s'éteint pas avec l'absence et que le lien ne se brise pas avec le temps. Hachi est une âme qui a choisi de montrer ce que les humains ont oublié, que l'amour n'est pas un mouvement, que l'amour n'est pas une émotion, ni une promesse, mais que c'est un état qui peut durer 9 ans, qui peut durer une vie, qui peut durer au-delà de la vie. Et bon, quand on regarde sa vibration blanc-or, qui est très douce, très humble, il ne cherche pas à être honoré, il ne cherche pas à être connu ni célébré. Il dit simplement, j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et voilà, après cette lecture d'âme profondément touchante de Ichi, après avoir honoré sa fidélité, sa loyauté et la mission vibratoire d'un animal qui a marqué le monde entier, nous allons maintenant changer de plan, de fréquence et de dimension. Nous quittons l'énergie terre-or de Ichi, cette vibration d'ancrage et de présence, pour entrer dans une vibration beaucoup plus cosmique et expansive et créatrice. Mais avant de plonger dans la partie matière de David Bowie et de Freddie Mercury, j'aimerais vous ramener à un moment important de l'émission. Évoluons avec l'âme du groupe The Cranberries que nous avons fait en début d'année numéro 4. Un moment qui a marqué un tournant dans mon œuvre et dans ma trajectoire vibratoire. Lors de cette émission, pendant le retour, David Bowie s'est présenté spontanément. Je ne l'avais pas appelé, il s'est présenté avec une mission précise. Mais je l'ai accueilli, je l'ai laissé rentrer et on en avait parlé dans la partie des retours. Et puis, ben, j'y ai laissé une place. Voici ce qu'il m'a soufflé lors de cette émission. OK? J'avais, dans mes 333 âmes, je regardais pour voir s'il y avait une vibration qui correspondait exactement à l'expansion que je vivais. Je me cherchais une âme guide. Et bon, on avait parlé, Robin Williams était venu, Walt Disney était venu, mais là, à la toute fin, David Bowie était venu. On me l'avait présenté comme un artiste qui a compris avant tout le monde que pour toucher les gens, il faut changer de forme, changer de plateforme, changer d'espace. Il a été musique, cinéma, mode, performance, personnage, univers. Il n'a jamais attendu que les gens viennent à lui, il allait là où ils étaient. Et il m'avait dit, dans cette émission-là, Julie, ton œuvre n'est pas faite pour un seul endroit. Elle est faite pour voyager, pour se multiplier, pour se transformer. Ne te limite pas à un format, soit un univers. Puis il avait ouvert un rideau vibratoire sur quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, quand David Bowie arrive et dit tu n'es pas une émission, tu es un mouvement. Il m'a montré que mon œuvre n'est pas un simple contenu, c'est une fréquence, une signature vibratoire, une porte d'entrée vers quelque chose de plus vaste. Il m'a dit, une fréquence ne reste jamais dans un seul lieu, elle circule, elle se propage, elle se dépose là où les consciences sont prêtes. Ton travail doit voyager parce qu'il n'appartient pas à un seul espace. Il appartient à ceux qui en ont besoin. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je devais aller sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Ce n'était pas une stratégie, c'était une nécessité vibratoire. Et avec humour, il avait ajouté, tu n'es pas en train de diffuser, tu es en train de migrer. Il m'a montré mon œuvre comme un oiseau qui quitte un seul arbre pour rejoindre la forêt entière. Tu n'es pas un format, tu es un univers. Boé m'a expliqué que chaque performance porte une vibration différente. Ne choisis pas, habite-les toutes. Tu n'es pas un format, tu es un univers. Tu es un univers qui ne se limite jamais à une seule galaxie. Tu n'es pas en train de t'adapter, tu es en train d'évoluer.
Et ce passage n'était pas une réaction à un refus, c'était une métamorphose naturelle. Il a dit, les créateurs qui survivent sont ceux qui changent de peau. Les créateurs qui marquent l'histoire sont ceux qui changent de dimension. Et tu es en train de changer de dimension. Ne résiste pas. Danse avec le mouvement. Et là, il m'avait regardé avec une intensité si douce. Il a dit, Julie, tu n'es pas faite pour un seul pays, tu n'es pas faite pour un seul public, tu n'es pas faite pour un seul médium. Tu es faite pour les consciences qui cherchent et elles sont partout. Alors, va partout. Alors, j'ai compris, mon œuvre n'est pas québécoise, n'est pas canadienne, n'est pas francophone, elle est universelle. Ce que Bowie m'a donné ce jour-là, ce n'est pas un conseil, c'est une permission, une bonne drive qui ressource et qui change tout. Une permission d'être plus grande, plus vaste, plus libre, plus multiple. Une permission de devenir un multi-univers. Et c'est exactement ce que j'ai fait, évidemment. Alors, les trames sonores de l'émission sont dans le descriptif de la vidéo YouTube ou Spotify. Et puis, vous cliquez quand vous le voulez. Mais la première trame que j'ai choisie pour ouvrir l'émission 171, ben, c'est de plonger dans l'énergie électrisante de Let's Dance de David Bowie. C'est une pièce iconique qui porte une vibration au rouge or, une pulsion de la liberté, d'audace et de transformation. Bowie déploie une force créative qui invite le corps à bouger et l'âme à se réveiller. Une chanson qui devient un portail, celui du courage d'être soi, du mouvement et de la lumière qui traverse l'ombre. Alors, commençons avec sa partie matière, évidemment, que nous pouvons grâce aux recherches de Lynn. David Bowie, né sous le nom de David Robert Jones. Il est né le 8 janvier 1947 à Brixton, à Londres, et il est l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique et de la culture populaire. Il meurt le 10 janvier 2016 à New York à l'âge de 69 ans suite à un cancer du foie. Il grandit dans une famille modeste. Son père, Heywood Staton-Jones, relations publiques pour Bernados. Sa mère, Margaret Mary Burns, ouvreuse de cinéma. Il a un demi-frère, Terry Burns, qui est schizophrène et se suicide en 1985, et une demi-sœur, Annette et Mira Ann Burns. C'est un enfant doué mais bagarreur. Bowie développe très tôt une imagination débordante. À 9 ans, il se distingue en danse. Son père lui transmet sa passion pour la musique en ramenant des 45 tours américains. Il apprend le ukulélé, le contrebassine, le piano, puis le saxophone. Il a eu un accident à l'œil gauche en 1962 et il lui laisse une anisocourie permanente, devenant l'un de ses traits physiques les plus reconnaissables. Il étudie à Stockwell Primary School, à Burn Ash Junior School, puis à Bromley Technical High School où il suit des cours d'art, de musique et de design. Il perfectionne le saxophone avec Ronnie Ross. Bowie fonde plusieurs groupes, de Conrad, de King Bees, de Manish Boy, de Lover Third. Ses premiers singles sont des échecs. Il adopte le nom de David Bowie pour éviter la confusion avec Davy Jones des Monkees. En 1967, son premier album, David Bowie, passe inaperçu. Il découvre le mime et le théâtre d'avant-garde avec Lindsay Kemp. En 1969, il connaît son premier succès majeur avec Space Oddity, sorti quelques jours avant Apollo 11.
Il a enchaîné par la suite The Men Who Sold the World en 1970, Hunky Dory 1971, puis son explosion artistique avec Ziggy Stardust en 1972. Ziggy devient une icône du glam rock. Bowie incarne un extraterrestre rock, mélange d'influences de Vince Taylor, d'Iggy Pop, et la tournée Ziggy Stardust propulse Bowie au rang de star mondiale. Il poursuit avec Aladdin Shane en 73, Pin-Ups en 73 aussi. Et il s'installe dans le soul, funk et The Thin White Duke. Il s'installe aux États-Unis et explore le soul funk avec Diamond Dog en 1974, Young American en 75, le premier numéro un aux États-Unis, Fame. En 76, il crée le personnage le plus sombre de Thin White Duke avec l'album Station to Station. Cette période est marquée par la cocaïne, la paranoïa et les controverses publiques. Pour fuir Los Angeles, Bowie s'installe en Suisse puis à Berlin-Ouest. Il collabore avec Brian Eno et Tony Visconti et crée la trilogie berlinoise Low en 1977, Heroes en 77 et Lodger en 79. Cette période est considérée comme l'une des plus innovantes de sa carrière. Il revient en 1980 avec Scary Monster, puis son album le plus commercial, Let's Dance de 1983, et puis ben, son clip Let's Dance et China Girl deviennent des classiques de MTV. Il tourne dans plusieurs films dont Labyrinthe en 86, La dernière tentation du Christ en 88. Il fonde le groupe Tin Machine, explorant un rock brut et démocratique. Deux albums, accueil mitigé, il revient ensuite en solo avec la tournée Sound and Vision. En 92, il participe au Freddie Mercury Tribute, moment marquant où il récite le Notre Père. Et bon, il explore le jazz, le hip-hop, l'électronique à partir de 1993 avec Black Tie, White Noise en 93, de Buddha of Suburbia en 93, Outside 95, Eat Ling 97 et Hours en 99. Et puis, bon, il y a une période néoclassique un peu, puis qui a commencé aussi au niveau de son retrait. Il enregistre Toy, ça a été non publié. Puis, Eaton en 2002, Reality 2003. En 2004, une angioplastie l'oblige à se retirer de la scène. Il reste discret pendant près de 10 ans. En 2013, il surprend le monde avec The Next Day, enregistré en secret. En 2014, il apprend qu'il est atteint d'un cancer du foie. Il compose Black Star en 2016, un album de jazz expérimental conçu comme son dernier message. Il meurt 2 jours après sa sortie. Il est incinéré selon un rite bouddhiste à Bali. Black Star remporte 5 Grammys Awards et plusieurs Brit Awards à titre posthume. Le monde entier lui rend hommage. Alors, en 2016, sa fortune est estimée à 230 millions de dollars US. Et il avait plusieurs activités artistiques. Il était peintre, photographe, collectionneur d'art. Il expose ses œuvres et siège au comité de Modern Painter. Bon, au niveau de ses activités commerciales, BowieNet en 98, Bowie Bank, une banque en ligne en 99, ISO Record pour un label personnel en 2002 et Bowie Bonds en 97, qui est une titrisation de droits d'auteur dans l'histoire. Et puis, bon, au niveau de sa vie amoureuse, il a eu une relation avec Hermione Farthingale de 1968 à 1969.
Il a eu un mariage avec Angela Barnett de 1970 à 1980 et ils ont eu un fils, Duncan Jones. Et il y a eu un mariage avec Iman de 1992 à 2016 avec une fille qui s'appelle Lexi Jones. Bon, si on résume un peu sa santé, dépendance à la cocaïne dans les années 70, angioplastie en 2004, cancer du foie en 2014, et une sexualité, déclaration publique contradictoire en bisexualité et hétérosexualité, souvent liée à un contexte culturel. Au niveau de sa filmographie, il a 20 films à son actif, dont L'homme qui venait d'ailleurs, Furio, Labyrinthe, La dernière tentation du Christ, Le Prestige. Il a 27 albums studio de David Bowie de 1967 à 2016, incluant Ziggy Stardust, Low, Let's Dance, Earth Healing et The Next Day. Il a fait 14 tournées majeures et il a une dizaine d'ouvrages qui lui sont consacrés, des biographies, des essais, des analyses musicales, de livres de photos, des BD, des catalogues d'expositions. Alors voilà pour sa partie matière et je vous présente la deuxième trame sonore. C'est David lui-même qui m'a insufflé cette trame sonore pour vous. Changes porte une vibration de métamorphose, de passage, de renaissance intérieure. C'est une chanson qui ouvre un portail, celui où on accepte enfin de se transformer, de se laisser tomber, de laisser tomber les anciennes versions de soi et d'entrer dans une identité plus vraie, plus libre, plus consciente. Bowie déploie une énergie de rupture lumineuse, une invitation à embrasser le changement plutôt qu'à le craindre. C'est une pulsion qui dit ose devenir, ose évoluer, ose te choisir. Alors, son âme arrive avec une vibration bleu, cobalt, argent et violet électrique, une énergie qui ne se déplace jamais en ligne droite. Elle serpente, elle explore, elle transmute. Bowie n'est pas une âme humaine au sens classique, elle est interdimensionnelle au... C'est une conscience qui a choisi l'incarnation pour expérimenter la forme, mais qui n'a jamais accepté d'être limitée par elle. Il porte la signature d'âme de transmutateur. Il prend les codes, les normes, les identités, il les déconstruit pour révéler ce qui se cache derrière. Son essence est celle d'un passeur de réalité, quelqu'un qui ouvre des portes dans la psyché collective. Il dit, je n'ai jamais voulu être compris, je voulais que les gens se découvrent eux-mêmes en me regardant. L'âme de David porte 3 blessures majeures, le rejet, l'identité fracturée et la solitude cosmique. Elles ne sont pas des faiblesses, ce sont des moteurs de création chez lui. C'est bon, la blessure de rejet, c'est la première vibration qui est apparue, une sensation ancienne, antérieure à cette vie, celle d'avoir été mise à l'écart, trop différent, trop étrange, trop autre. Dans plusieurs incarnations, Bowie a été un visionnaire incompris, un être qui voyait trop loin, trop tôt. C'est une mémoire chez lui qui a amené une hypersensibilité à l'opinion des autres, mais aussi un besoin viscéral de créer des identités pour ne jamais être rejeté en tant que lui-même. Il dit, je me suis inventé pour ne pas être abandonné. David a aussi une blessure de l'identité fracturée. Euh, il n'a pas eu une identité unique. Son âme est une constellation, mais son corps humain ne pouvait pas tout contenir. Cette fracture intérieure crée la multiplicité des personnages, les changements radicaux, l'exploration des genres, la sensation d'être plusieurs dans un seul corps. Cette blessure n'est pas une confusion, c'est une mémoire multidimensionnelle. Il a souvent ressenti que David Jones était trop petit pour l'âme qu'il portait. Et au niveau de la blessure de solitude cosmique, mais c'est la plus profonde, une sensation d'être seul dans l'univers, même entouré de millions de personnes. Il a souvent vécu une solitude intérieure extrême, une distance émotionnelle, un sentiment d'être ailleurs.
Cette solitude est liée à une mémoire d'incarnation où il était un gardien de connaissances, isolé, chargé de transmettre, mais incapable de se relier. Il dit: Je n'ai jamais été seul, mais je n'ai jamais été accompagné. Et son message est clair: vous n'êtes pas faite pour une seule version de vous-même. Vous êtes une multiplicité. Honorez-la. Et bon, c'était une mission de construction qu'il a faite dans la maîtrise quand même, puis dans une incarnation de l'autorité créative. Il y a un besoin viscéral de liberté, d'innovation et il assume la rupture. C'est une transformation, c'est une énergie de mystère, de fascination et constamment en mort et renaissance. C'est devenir une figure politique, incarner la lumière, être un canal créatif pour le collectif. Puis, oui, il a été un visionnaire, un marginal, un prophète, un scientifique, un alchimiste. Son ciel est celui d'un révolutionnaire artistique, d'un être venu pour briser les codes et ouvrir les chemins. C'est un chemin de vie de pionnier, d'initiateur, de celui qui ouvre la voie. Et dans sa fréquence d'expression, c'était surtout au niveau de la liberté, du mouvement, de l'expérimentation et de la multiplicité. Toujours avec une énergie mystique, d'introspection, de quête de sens et de profondeur spirituelle. Il a une fréquence de réalisation humaniste, celle de la transmission, de l'impact collectif et de l'œuvre universelle. Bowie est un être qui crée, qui explore, qui contemple et qui transmet. Au niveau de sa couleur d'âme, bon, bleu cobalt pour la vision, la justice aussi à un certain niveau, la lucidité. C'est une fréquence qui vibre aussi, la clairvoyance à un certain niveau et le juste. L'argent, l'argenté, c'est pour la fluidité, pour la transformation et pour l'identité mouvante. Et pour son violet électrique, ben, c'est pour la transformation, la magie, la rupture et le futurisme. C'est la couleur des âmes visionnaires, des artistes qui ne créent pas pour plaire, mais pour déplacer la conscience collective. Il appartient à la famille d'âmes des innovateurs, des visionnaires, des alchimistes. Je le décris comme ça finalement. Et c'est un alchimiste de la forme. Il transforme le réel en symbole, le symbole en personnage et le personnage en message. Ce sont des âmes qui incarnent des archétypes nouveaux, qui brisent les structures, qui mélangent les genres, qui ouvrent des portails créatifs et qui se servent de miroirs pour les identités humaines. Et dans son livre de vie, ben, j'ai vu au niveau de l'Égypte, 1287 ans avant Jésus-Christ, il était prêtre astronome dans un temple dédié à Thoth. Il étudiait les étoiles, les cycles, les correspondances entre le ciel et l'identité humaine. Il jouait déjà avec les symboles, les masques, les représentations. Il était chargé de créer des visages sacrés pour les cérémonies, des masques qui représentaient des dieux. Cette vie nourrit son obsession moderne pour les personnages, les identités multiples et les archétypes. J'ai vu aussi une incarnation en Grèce, 412 avant Jésus-Christ. C'était un poète dramatique dans Athènes. Il écrivait des pièces où les héros changeaient de forme, de rôle et de genre. Il était considéré comme étrange, trop avant-gardiste. Cette vie nourrit son goût pour le théâtre, la performance et la narration éclatée. J'ai vu une incarnation à Perse, à peu près à 905 après Jésus-Christ. Il était alchimiste et musicien dans une cour royale. Il mélangeait les sons, les pigments, les parfums pour créer des expériences sensorielles. Il était déjà un compositeur de monde. Cette vie nourrit son approche multidimensionnelle de l'art.
En Italie, 1512, un artiste de la Renaissance proche des cercles ésotériques. Il peignait des portraits où les visages contenaient des symboles cachés. Il étudiait la kabbale, l'astrologie, les correspondances. Cette vie nourrit son obsession pour les codes, les signes et les messages cryptés. Et j'ai vu en Angleterre, 1894, un photographe et inventeur. Il expérimentait avec les premières techniques de surimpression, créait des images impossibles. Il était fasciné par la transformation de l'identité à travers la lumière. Cette vie nourrit son rapport à l'image, au visuel et à la métamorphose. Bon, pour la prochaine trame sonore de David, This is not America. C'est lui qui l'a choisi, évidemment. Je crois qu'il voulait passer un message collectif encore. Il nous amène dans une vibration beaucoup plus lucide, presque chirurgicale. This is not America n'est pas seulement une chanson, c'est un miroir tendu vers les fractures sociales, politiques et identitaires d'un pays qui se cherche. Bowie dénonce sans violence, mais avec une clarté impeccable, les illusions, les dérives et les contradictions des États-Unis. C'est une pièce qui ouvre un espace de réflexion collective. Qu'est-ce qu'un pays? Qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qu'une nation? Quand les valeurs se fissurent. David nous invite à regarder le monde sans détour, à reconnaître ce qui ne fonctionne plus et à oser imaginer un futur plus vrai, plus humain et plus conscient. David fait son entrée à la table ronde céleste, prend la parole avec une énergie calme, presque suspendue. Son regard traverse les couches du monde comme s'il voyait simultanément le présent, le futur et les lignes de fracture entre les deux. Il ne parle pas comme un artiste, mais comme un observateur cosmique, un être qui a toujours perçu la Terre comme un laboratoire d'évolution. Le premier enjeu mondial, selon lui, est l'identité. Nous vivons dans une époque où les gens ne savent plus qui ils sont, alors qu'ils se raccrochent à des étiquettes, des clans, des certitudes. Mais l'identité n'est pas un drapeau, c'est un mouvement, une exploration, une mutation. Pour Bowie, la crise identitaire mondiale est la racine de presque tout. La polarisation politique, la radicalisation, l'isolement numérique, la perte de sens, la confusion émotionnelle, la fragmentation sociale. Il explique que les humains ont oublié que l'identité est une œuvre d'art, pas une prison. Le monde souffre parce que les gens se réduisent. Ils se compressent pour être acceptés. Ils se censurent pour être aimés. Ils se déforment pour appartenir. Dans les solutions personnelles, Bowie propose une pratique simple. Autorisez-vous à être plusieurs. Autorisez-vous à changer. Autorisez-vous à vous surprendre. Pour lui, la guérison commence par la permission intérieure de se réinventer. Il dit que chaque humain devrait avoir un espace, un journal, une pièce, une activité où il peut explorer des visions de lui-même sans jugement. Au niveau des solutions collectives, Bowie présente que les sociétés doivent cesser de punir la différence. Il parle d'éducation artistique, de liberté d'expression, de protection des minorités, de valorisation des identités fluides. Il insiste, le futur appartient aux identités multiples, aux esprits capables de naviguer entre les mondes, aux créateurs de symboles. Au niveau du deuxième enjeu, il parle de la technologie de la conscience. Bowie a toujours été en avance sur son époque. Il voit la technologie comme une force double, un outil d'expansion et un outil de déshumanisation. Le danger n'est pas la technologie, c'est l'absence de conscience dans son utilisation. Il explique que l'humanité court vers l'innovation sans se demander ce qu'elle perd, ce qu'elle sacrifie, ce qu'elle oublie, ce qu'elle déconnecte. Et comme solution à ce problème, il propose
que vous repreniez le contrôle de votre attention. Il dit que l'attention est la nouvelle monnaie spirituelle. Ce que nous regardons nous façonne, ce que nous consommons nous programme. Et comme solution collective, il propose une éducation à la conscience numérique, apprendre à utiliser les outils sans devenir dépendant, de créer des espaces de silence, de réintroduire la lenteur dans les systèmes et de valoriser la créativité plutôt que la consommation. Et comme troisième enjeu, il parle de la perte de sens et la crise spirituelle. Boé dit que le monde traverse une crise spirituelle profonde, mais les gens ne savent plus pourquoi ils vivent. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais pas ce qu'ils veulent être. Il parle d'un vide intérieur qui pousse les humains à chercher la distraction, la performance, la validation et la fuite. Et comme solution personnelle, il propose de se trouver un rituel, un seul, et le faire chaque jour. Ça peut être écrire, marcher, méditer, chanter, créer, contempler. Le rituel reconnecte l'humain à sa propre essence. Et comme solution collective, il propose de réintroduire l'art dans la vie quotidienne. L'art n'est pas un divertissement, c'est une médecine. Il parle de programmes communautaires, d'espaces de création, de lieux où les gens peuvent se rencontrer autrement que par la performance sociale. David approche avec son énergie et il place une main au-dessus de mon front sans contact et je sens une expansion immédiate dans mon mental supérieur. Il me dit, tu portes beaucoup trop de vision, Julie, et ces facettes de qui tu n'oses pas encore toutes les incarner. Je vais t'aider à les stabiliser. Il commence son soin comme une réorganisation vibratoire pour dénouer certains nœuds mentaux. Il clarifie les idées, il ouvre des portes de perception, il aide à voir ce qui était déjà en moi mais que je n'arrivais pas à formuler. Il débloque des ressources énergétiques qui vont m'arriver comme moyen matériel pour les réaliser. Et c'est une lumière argentée qui s'est déployée dans mon troisième œil, une lumière douce, précise, chirurgicale, comme un laser qui coupe des illusions. David me transmet sa force de sa capacité à voir au-delà des formes, au-delà des masques et des limites. Ça travaille des codes dans mon plexus aussi, puis ça aère ma mémoire, en tout cas. Et il me dit, tu n'es pas une seule version de toi-même, tu es une constellation et je t'aide à activer les étoiles. Je dis, oh, merci. Mais pendant que je le voyais dans le ciel, je sentais en dessous de mes pieds comme si ça jouait sur mes méridiens énergétiques aussi. En tout cas, ça passait beaucoup plus vite. Et puis mon âme s'est redressée et elle a répondu en reconnaissant Boé. Je voyais ses blessures, ses failles, ses forces, et même dans l'au-delà. Son champ était comme une architecture complexe, magnifique et marquée par des fissures anciennes. Et j'ai inspiré et utilisé le rayon platine pour venir bonifier toute la géantitude de sa structure. Et il y avait des choses qui revolaient. Et puis là, j'ai pris une pause pendant que ça se vidait et je me suis excusée doucement de ne le pas, ben, je l'ai pas connu vraiment durant son incarnation, ni son œuvre. Fait que quand je lui ai dit que je connaissais pas dans le fond, euh, ça a été vraiment une phrase qui est entrée profondément en lui, puis c'est comme si une reconnaissance qu'il n'avait pas souvent reçue. Le fait que je ne sache pas, dans le fond, qui il est, ça l'a comme soulagé. Parce qu'autant il a fait beaucoup d'efforts pour être vu et connu, autant que ça l'a rendu malade à un certain niveau et que moi, je le connaisse plus ou moins parce que j'ai pas consommé de ses chansons, vraiment, de son œuvre, ni film d'ailleurs non plus. Ben, j'étais un petit peu, je suis désolée, tu sais, je te connais pas. T'es venu m'aider, mais moi, je te connais pas. Fait que, ça fit
ça a changé une dynamique un petit peu, comme si ça se transformait en courage. C'est comme, oui, on se connaît pas, mais on peut quand même avancer à l'ajustement de nos valeurs de cœur. Puis effectivement, il y en a plusieurs qu'il possède que j'ai. Et j'ai levé ma main doucement, puis je l'ai placée au niveau de son cœur, mon chakra, de la main, il a sorti un rayon vert, mais très, très blanc aussi en même temps. Et puis, ça touchait comme son centre vibratoire. Et là, j'ai vu qu'il portait encore sa solitude cosmique. Ça l'a été illuminé à plusieurs niveaux, couches et profondeurs dans son cœur. Puis non seulement ça, mais pendant qu'il se dégageait, c'était comme des membres de sa famille d'âme qui se sont approchés, des guides qui vibrent l'unité, qui venaient à lui comme s'il pas venir le chercher pour qu'il parte, mais qu'ils viennent l'accompagner là, pour qu'il soit moins tout seul sur son chemin. Et puis, ça crée une fragmentation identitaire profonde parce que ça a déchiré dans son ventre. Puis il a pris ça comme il y avait ça avec lui depuis le début de Contre-Dame qu'il avait avec sa mère. Fait que la fragmentation identitaire profonde, elle avait été sélectionnée par l'âme avant même l'incarnation et ça a été officialisé avec le contrat d'âme de sa mère. Je m'excuse d'essayer de vous expliquer ça. J'espère que j'y arrive un petit peu. Mais ça a surtout soulagé la fatigue d'avoir toujours dû être autre, jamais compris pour ce qu'il a été. Puis il est pas incarné, hein, je fais juste vous dire ça, là. Puis il y avait une nostalgie par rapport à la Terre, mais aussi une certaine distance avec elle. C'est pas qu'il en veut plus, c'est pas qu'il est plus capable, mais il prend une pause parce que il est plus capable. Et puis, c'est comme une partie de lui qui galérait dans des dimensions bizarres. Fait qu'on a utilisé une spirale d'appel pour qu'il puisse comme se rééquiper puis revenir un petit peu par lui-même dans une dimension qui est plus fluide, plus légère, plus harmonieuse, plus douce, plus calme. Et finalement, ça a été comme un soin que je lui ai fait, mais pour l'unification intérieure. Ça a été activé dans une énergie or blanc, rose magenta et bleu nuit profond, une énergie qui vient du je suis qui je suis et on a pu le remettre dans son axe, puis aussi centré, ajusté à son cœur multidimensionnel parce que il y avait certaines fragmentations. Et puis je lui ai dit, là, tu n'es pas seul entre tes mondes, là, réunifie tes fragments et là, en sollicitant son je suis qui je suis, sa monade, ensemble, on a pu travailler sur les extensions d'âme, puis en faire un morceau de lui qui est moins vaste et éparpillé partout. Et ça inclut aussi que son être du multidimensionnel salé, ses extensions d'âme on les a rappelées, sont rentrées, on les a attachées. Puis on a travaillé aussi dans des versions parallèles de qui il était, où il était encore attaché. Et puis, en tout cas, ça se plaçait bien, ça collaborait bien avec son âme, mais ça a quand même été un soin qui agit comme une cohérence vibratoire qui a duré à peu près 1 heure et quart. Ouais, ça a été quelque chose. On a recollé les morceaux de lui qui avaient été séparés dans des incarnations. Donc, ça s'est fait avec le livre de vie, ça s'est fait avec l'unité, évidemment. Ça s'est fait avec son âme qui a accepté d'avancer de la blessure d'abandon. Puis, on a apaisé la fracture identitaire qui l'a poussé à se réinventer encore sans cesse et sans cesse. Là, à un moment donné, reste toi et continue, peu importe comment tu l'avances. C'est rendu là. Et puis, nous avons ramené dans son centre les parties qui vivaient encore dans des dimensions parallèles. Fait que ça a été multidimensionnel, puis il a trouvé un espace où il peut être un, sans devoir être plusieurs pour survivre. Et évidemment, ça jouait sur son champ mental, son ancien corps mental. Fait que ça aussi, ça a été travaillé beaucoup avec l'oranger. Et son chant s'est stabilisé, puis il y a des nouvelles notes qui ont émergé. Il a sorti un nouveau son, puis là, il y a des nouvelles notes. Il a gagné littéralement.
Une fréquence qui n'avait jamais été émise auparavant, donc c'est vraiment un cadeau qui a développé son don. C'est une lumière qui jaillit et ça a balayé beaucoup sur son passage. Et le rayon platine est venu aider son ventre à libérer beaucoup de choses. Ça s'est rempli de platine parce que on devait neutraliser. Il y a eu beaucoup de dégagement d'entités liés à sa consommation de drogue qui était encore prise dans ses énergies. Puis ça, en le détachant, ça a enlevé des interférences où c'était connecté à son troisième œil, à son ventre, etc. Puis il a porté le soin aussi à l'aligner parce qu'il voulait aider ses enfants également à se libérer de ça. J'ai trouvé ça très mature et responsable. Mais il y avait toutes choses qui décollaient, hein. J'ai vu des serpents un peu partir. Il y avait des dissolutions d'illusions. Mais c'était surtout des réparations de ruptures de cœurs anciennes qui l'amochaient encore. Et il y avait vraiment un besoin de liberté qui était très, très accru. Mais David est rentré dans sa nouvelle énergie très rapidement et il a vibré une gratitude silencieuse, presque timide. Puis moi, ça m'a surpris parce qu'autant qu'il est coloré, affiché, autant que Bowie n'est pas expansif dans l'émotion. Non. Mais il est profond dans la reconnaissance, alors j'ai trouvé que c'était assez une combinaison particulière. Et j'ai fait un geste précis, j'ai comme donné un coup volontairement sur sa structure rigide dans son plexus, qui avait un ancien verrou émotionnel, un geste qui lui permet de rire un peu, de relâcher, de se réconcilier avec la dureté de son père, avec l'autorité, puis avec l'incarnation sur Terre en général. Puis il me dit, mon Dieu, il dit, tu m'aides à me rassembler. Il dit, je n'ai jamais reçu ce type de transformation et d'expérience. Je te remercie. Et là, ben, j'ai retourné ça, hein. Je dis, c'est ta bonne volonté, là. T'es prête, moi. Je te suis. Et puis, là, j'y ai matérialisé un cadeau. Je voulais lui offrir une sphère de lumière blanche irisée, mais avec un noyau d'unité, puis un cœur cosmique, là, tu sais, qui vibre l'unité. Je vous l'offre à vous aussi si vous en souhaitez un. C'est un cadeau qui représente la cohérence, l'unité intérieure, la paix identitaire, puis la fin de la fragmentation, de la séparation de ces parties de qui il est, de ses extensions d'âme qui est éparpillée dans sa multidimensionnalité. Et je lui ai dit, garde ceci pour être entier dans les mondes où tu voyages. Ça, là, ça, c'est très important parce qu'on se déplace dans les dimensions, mais on n'est pas nécessairement aligné, stable. Et quand on revient aussi, on peut être désaligné, mais ça l'aide. Et il l'a reçu, intégré, et c'est plus stable, plus centré et plus unifié. Puis quand son champ s'est stabilisé complètement, j'ai senti une onde vraiment très douce, presque imperceptible, mais profonde, et ça s'est déployé autour de nous. C'était comme plus un soin, mais une rencontre d'âme, un alignement. Et puis, je l'ai regardé, pas l'icône, pas le mythe, mais l'âme, l'être multidimensionnel, le voyageur entre les mondes. Et j'ai senti monter une gratitude en moi qui n'est pas juste émotionnelle, mais je dirais une gratitude vibratoire qui venait de mes profondeurs. Parce que, bon, je lui ai dit merci d'être venu à moi. Merci d'avoir ouvert mon champ, d'avoir stabilisé mes visions, d'avoir éveillé mes étoiles. J'ai apprécié que tu viennes m'aider à sortir de mes plus grandes forces pour avancer le courage dans la réalisation de mon plan de vie et dans mon univers. Tu sais, c'est comme l'acceptation que c'est grand, puis là, je me dépose dans tout cet espace-là et je continue d'avancer pleinement. Et pour moi, ça a été une grande bénédiction de ce qu'il a apporté. Puis, c'est le genre de reconnaissance. Je vois que mes mots vibrent différemment dans ces énergies. Puis, j'ai continué parce que je laissais les mots s'intégrer, se déposer, puis fusionner avec son chant. Mais j'ai dit, je te bénis pour ce que tu as contribué à ce monde jusqu'à ce jour avec ton intention claire,
pur, aligné, pour ta vision, ta liberté, ton audace, ta capacité à ouvrir les portes dans la conscience collective, pour tout ce que tu as incarné, pour tout ce que tu as brisé et libéré. Et là, c'était vraiment une vibration dorée qui se déployait autour de lui, comme si mes mots avaient activé une couche de lumière qu'il n'avait pas encore révélée. Puis une lumière qui n'est pas la sienne seule, c'est une lumière co-créée par le soin, la rencontre, l'unification, sa famille d'âme. Et puis, en posant les mains sur son cœur, il y a une porte qui s'est ouverte vers lui. Et là, ça a été vraiment une concentration du message de merci pour ton service, pour ta présence, pour ton courage, pour ta beauté, pour ton âme. Et là, il a incliné la tête d'un geste simple, mais d'une profondeur immense. Mais ça voulait dire, je reçois, là, je le vois. Et ça a été vraiment comme, ben, un soin complet qui va continuer à travailler avec douceur. Nous sommes rendus à la partie de Freddie Mercury. Pour cette première chanson, ce n'est pas seulement une œuvre musicale, c'est une confession vibratoire, une vérité mise à nu. Too much love will kill you porte une énergie de transparence émotionnelle, celle où l'on reconnaît que l'amour, lorsqu'il déborde ou se déforme, peut devenir un poids immense. Freddie me l'a suggéré pour vous parce qu'elle ouvre un espace de compassion profonde envers soi, envers nos contradictions, envers nos excès de cœur. C'est une pièce qui parle de vulnérabilité, de lucidité, de l'impact réel des émotions lorsqu'elles ne trouvent plus leur place. Il y dépose une vibration blanche et or, une lumière qui traverse la douleur pour en faire une vérité humaine, universelle et nécessaire. Alors, Freddie Mercury, né Farrokh Bulsara le 5 septembre 1946 à Stone Town, c'est Zanzibar, protectorat britannique, est un acteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien et producteur britannique. Il meurt le 24 novembre 1991 à Kensington, à Londres, à l'âge de 45 ans, d'une pneumonie liée aux complications du sida. Son père, Jer Bulsara, de 1922 à 2016, était comptable pour le Bureau colonial britannique. Sa mère, Bomi Bulsara, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus, à part qu'elle est née de 1908 et décédée en 2003. Et il a une sœur, Kashmira Bulsara, et bon, il y a Parsi, de religion zoroastrienne. Et puis, Freddie est envoyé étudier en Inde chez sa tante en 1953. Bon, il a été à l'internat de Saint Peter's Boys School au Pashgani en Inde. Excellence en musique, piano, chorale, théâtre, boxe, tennis de table. En 1958, premier groupe des Ektiks. En 1964, la famille fuit la révolution du Zanzibar et il y a installation à Feltham, près de Heathrow. Il étudie à Isleworth Polytechnic, puis à Ealing Art College en illustration graphique. Il crée des vêtements, des BD. Il fréquente Kensington Market, haut lieu culturel londonien. Son premier groupe, vers 1969 et 70, Ibex, Rick Rage. Freddie joint Ibex en 1969, apprend tout le répertoire en quelques jours, donne son premier concert public le 23 août 1969 à Bolton. Il rebaptise le groupe Rick Rage, réécrit la majorité des morceaux et adopte son futur accessoire iconique, le demi-pied de micro. Début 1970, auditionné par Soul Milk Sea
tourne intensivement, mais son arrivée crée des tensions, dont la dissolution du groupe. Tim Staffel quitte Smile et propose à Freddie comme remplaçant. Freddie impose un nouveau nom, Queen, en novembre 1970. Formation définitive en 1971 avec l'arrivée de John Deacon. Freddie crée The Queen Crest, le logo officiel du groupe. Donc, il enregistre I Can Hear Music sous le pseudonyme de Larry Lurex. Il commence une relation avec Mary Austin de 1969 à 1976, qui restera son amie la plus proche. En 1975, A Night at the Opera, succès mondial, Bohemian Rhapsody devient un chef-d'œuvre emblématique et Queen devient pionnier du clip vidéo. En 1976, Freddie révèle sa bisexualité à Mary Austin et c'est la fin de leur relation amoureuse. À la fin des années 1970, c'était un style glam rock jusqu'au corps, cap, vernis noir. Début 1980, moustache, cheveux courts, style Castro-clone. De 1983, il fait une rencontre avec Giorgio Moroder, Love Kills en 1984. En 1985, c'est la comédie musicale Time et le premier album solo, My Bad Guy. En 1900, entre 83 et 1987, c'est l'admiration du Montersa Cambalé, un album en Barcelone en 88, acclamé, chanson, titre devenu hymne des Jeux olympiques de 1992. Bon, Queen a un apogée scénique de 1984 à 86, les tournées mondiales de Works Tower et de Magic Tour. Il y a eu des Live Aid en 85, des performances considérées comme la plus grande de l'histoire du rock. A Kind of Magic for Highlander, live in Wembley. Kim Worth, dernier concert de Freddie, 125 000 personnes. Bon, Freddie se fait malade en 1987. Il continue à enregistrer The Winter Tale, The Mother Love's dernier enregistrement terminé par Brian May. The Show Must Go On, un testament artistique, et de clip L Long, I'm Going Slightly Mad, These Are the Days of Our Lives. Et le 20 février 1990, c'est sa dernière apparition publique aux Brit Awards. Le 23 novembre 1991, une annonce publique de son VIH et de son sida. Et le 24 novembre 1991, il est mort à 45 ans. Des obsèques zoroastriennes, incinération, legs. Il a laissé 500 000 à Jim Hutton, la moitié de sa fortune, sa maison de Kensington et un pourcentage des ventes à Mary Austin. Mary disperse ses cendres dans un lieu secret. En 1992, il a créé The Mercury Phoenix Trust, l'un des organismes majeurs contre le VIH et le sida. Et Queen soutient la lutte contre le sida, la protection des animaux, les jeunes défavorisés, la lutte contre le harcèlement, la prévention du suicide et l'éducation. Freddie, au niveau de ses capacités musicales, est un compositeur majeur, dont entre autres Somebody to Love, puis Bohemian Rhapsody, un pianiste confirmé, un chanteur à la voix exceptionnelle, un baryton naturel chantant en ténor. Montersan Caballé, il glissait d'un registre à l'autre sans effort, une musicalité immense, et tessiture de Fa1 à Fa5, Fa4 en voix de poitrine, études scientifiques, voix normale, mais avec un larynx extrêmement adaptable, expliquant la variété de timbres. Bon, au niveau des critiques et controverses, le silence sur sa maladie a été critiqué. L'occultation de ses origines par-ci, les fêtes organiques, cocaïne, réputation sulfureuse, concert en Afrique du Sud, 1984, violation de l'embargo culturel de l'ONU, controverse du timbre royal, Mail, 1999, et la polémique à Zanzibar en 2006 pour l'annulation des célébrations.
Donc, 700 concerts avec Queen, record en Amérique du Sud, 250 000 personnes à Sao Paulo. En 1986, concert historique à Budapest, 80 000 personnes. En 1992, Freddie Mercury Tribute Concert, bon, George Michael acclamé, Five Live. Bon, hommage Brit Award 92, contribution exceptionnelle, Rock and Roll and Fame 2001, Songwriter Hall of Fame 2003, UK Music Hall of Fame 2004, statue à Montreux 96, élu Rock Ultimate God 2009, hommage aux Jeux Olympiques 2012, 2018, artiste solo préféré des Britanniques, Bohemian Rhapsody, chanson du 20e siècle la plus écoutée en streaming. Astéroïde, Freddie Mercury nommé en 2016. Et hommage à Madonna, hommage de Madonna 2019, 23 et 24. Bon, il y a eu un film biographique de Bohemian Rhapsody réalisé par Bryan Singer. Bon, Rami Malek remporte l'Oscar du meilleur acteur 2019, film biographie musicale le plus rentable de l'histoire. Discographie solo, bon, My Bad Guy 85, Barcelona 88, Freddie Mercury album The Great Pretender 92, The Solo Collection 2000, Lover of Life, Singer of Song 2006. Au niveau de la vidéographie avec Queen, Lover of Life en 2006, Live in Wembley Stadium 2006, On Fire at the Ball 2006, Rock Montreal 2007, Live AIDS coffret. En passant, j'ai failli vous donner un extrait de Live in Montréal, mais je me suis retenue parce que les lives, ça crie beaucoup. Puis là, on écoute une petite chanson pour bon connecter, puis là, dans le criage. Fait que c'est pour ça, je vous ai pas mis un extrait de Montréal. Bon, il y a des biographies essentielles. Rick Sky, Jim Hutton, David Brett, Slim Ryer. En tout cas, il y a plusieurs mondes qui ont écrit dessus. Documentaire Freddie Mercury, The Great Pretender 2012, réalité par Rice Thomas. Et puis voilà la prochaine trame sonore que je vous présente de Freddie Mercury et Michael Jackson, parce que oui, on fait un travail ensemble. Et oui, There Must Be More to Life Than This. Ben, je vous la présente si vous ne le connaissiez pas. Bon, c'est une vibration rare ben, de leur collaboration, une pièce qui porte une vérité universelle, une quête intérieure partagée par deux âmes hypersensibles, deux géants vibratoires qui ont toujours ressenti le monde beaucoup plus fort que les autres. Et dans cette chanson, Freddie et Michael unissent leur voix pour exprimer un appel profond, celui d'un monde plus humain, plus doux, plus juste. Une reconnaissance que la vie doit offrir davantage que la souffrance, la pression, les conflits, les illusions et le stress. C'est une prière moderne, une vibration de compassion, un cri du cœur qui traverse les décennies. Freddie me l'a suggéré pour vous parce qu'elle ouvre un espace de réflexion collective. Qu'est-ce que nous faisons dans notre vie et comment nous pouvons la rendre plus vraie? Enchaînons maintenant avec sa lecture d'âme. Voici, il arrive avec une énergie or solaire, rouge rubis et blanc diamanté. Une âme flamboyante, explosive et d'une sensibilité presque douloureuse. Il porte la vibration d'un créateur incandescent, un être qui brûle pour exprimer, pour libérer, pour transcender. Son âme est celle d'un guerrier artistique venu briser les carcans, défier les normes et montrer ce que signifie vivre intensément. Il dit, je n'ai jamais chanté pour être aimé, j'ai chanté pour être libre. Freddie a une âme qui ne supporte pas les cages, qu'elles soient sociales, émotionnelles ou identitaires. Il a incarné la liberté, mais il a souvent souffert de ne pas jamais pouvoir la vivre pleinement dans sa vie intime. Bon, au niveau des blessures d'âme de Freddy, ben, la blessure d'abandon, elle est centrale. C'est une sensation ancienne d'être laissé seul avec son intensité, son feu, ses émotions. Dans plusieurs vies, Freddy a été un narcissiste ou un mystique isolé, admiré mais jamais compris. Et cette mémoire crée un besoin viscéral d'amour, une peur de dépendre, une tendance à se réfugier dans la performance pour combler le vide intérieur.
Elle dit: «Je donnais tout sur scène parce que je ne savais pas comment me donner dans la vie». Il a aussi une blessure de rejet identitaire. Freddie a toujours senti qu'il devait cacher des parties de lui, ses origines. Cette blessure vient d'incarnations où il a été puni ou ostracisé pour sa différence. Elle a nourri son besoin de créer des personnages flamboyants pour protéger l'homme derrière le masque. Et il y a une blessure de loyauté brisée. Il porte une mémoire karmique de trahison, des vies où il a été abandonné par des proches, des amants, des mentors. Dans cette vie, ça s'est manifesté par une difficulté à faire confiance, une peur de l'intimité réelle et une tendance à se livrer davantage à son public qu'à ses partenaires. Alors, on regarde son énergie de perfectionnisme, d'exigence, d'obsession du détail, un besoin de liberté, d'expansion, de dépassement, un charisme sur scène, évidemment, une loyauté, une royauté. Il a incarné le courage, l'audace, la puissance personnelle, la mémoire de vie où il a été trop sacrifié pour les autres. Son ciel est celui d'un héros artistique, d'un être venu pour se libérer de l'approbation des autres et incarner sa propre vérité dans son mouvement. Donc, c'est un chemin de vie de liberté, de mouvement, de sensualité et d'expérimentation. Et dans ces fréquences d'expression, c'est la créativité, la communication, l'expression flamboyante. Au niveau de ces fréquences d'âme, ben, c'est la sensibilité, la compassion, la profondeur émotionnelle et la fréquence de réalisation au niveau de son leadership, de sa singularité et de son impact mondial. Freddie est un artiste libre, expressif, hypersensible, destiné à marquer l'histoire. Et puis bon, au niveau de sa couleur d'âme, ben, le or solaire pour le rayonnement, la majesté et la puissance créative. Son rouge rubis pour la passion, l'intensité, le désir et le feu intérieur. Et son blanc diamant pour la pureté vibratoire, le canal artistique et la transcendance. C'est la couleur des âmes qui brûlent pour créer. Au niveau de sa famille d'âmes, il appartient à la famille d'âmes des artistes guerriers. Ce sont des âmes qui transforment la douleur en beauté, qui utilisent la scène comme champ de bataille, qu'ils incarnent la liberté pour inspirer les autres et qui vivent dans l'excès parce qu'elles ressentent tout trop fort. Et puis, dans ces incarnations antérieures, bon, j'ai vu une vie en Inde en 1024. C'est un danseur sacré dans un temple dédié à Shiva. Il utilisait le mouvement pour exprimer des émotions impossibles à dire. Déjà, il portait une intensité qui effrayait autant qu'elle fascinait. Cette vie nourrit son rapport au corps, à la scène et à la performance. J'ai vu une incarnation en Espagne dans les années 1478. Chanteur et poète dans une cour royale, il vivait une passion interdite avec un noble. Cette vie nourrit sa blessure de rejet identitaire et son rapport complexe à l'amour. J'ai vu également en France, 1789, un artiste révolutionnaire proche des cercles libertaires. Il chantait dans les rues, galvanisant les foules. Cette vie nourrit son besoin de liberté et son énergie de guerrier. Et j'ai vu en Italie en 1883, il était ténor dans un petit théâtre de Florence. Il avait une voix exceptionnelle, mais une vie personnelle chaotique. Cette vie nourrit son génie vocal et sa difficulté à vivre l'intimité. Et le Brésil en 1932, percussionniste dans une communauté afro-brésilienne. Il vivait la musique comme une transe, comme une libération. Cette vie nourrit son rapport instinctif, animal et viscéral à la scène. Alors, poursuivons avec la prochaine trame sonore de Freddie Mercury. Bohemian Rhapsody n'est pas une chanson, c'est une fracture dans l'histoire de la musique.
un acte de liberté pure. Freddie, il dépose une vibration impossible à contenir, un mélange de confession intime, d'opéra cosmique et un rock incandescent. Cette pièce ouvre un espace où les règles n'existent plus. Pas de refrain, pas de structure classique, pas de compromis, juste une âme qui se déploie dans toute sa complexité. Freddy y explore la culpabilité, la transformation, la mort symbolique, la renaissance. Il y met sa voix comme une arme, comme une prière et comme un cri du cœur. Bohemian Rhapsody est une porte vers l'audace, vers l'excès, vers la vérité vibratoire. Une pièce qui ne cherche pas à plaire, elle cherche à libérer. Freddie arrive à la table ronde céleste avec une énergie complètement différente, flamboyante, directe, vibrante. Là, là où Bowie observe, Freddie ressent. Il parle avec le cœur, le feu et la vérité brute. Le premier enjeu, dit-il, c'est la peur de vivre, la peur d'aimer, la peur d'être soi, de perdre, de souffrir, de mourir. Pour Freddy, la peur est la racine de presque toutes les crises actuelles. Peur de l'autre, peur de la différence, de la vulnérabilité, peur de l'amour, peur de la liberté. Au niveau des solutions personnelles proposées par Freddy, il dit aimer plus fort, aimer plus vrai, aimer plus libre. Il dit que l'amour n'est pas un concept, c'est une pratique, une discipline, un engagement. L'amour n'est pas ce que vous ressentez, c'est ce que vous choisissez. Puis au niveau des solutions collectives, il propose une révolution émotionnelle, apprendre à parler de ses peurs, apprendre à exprimer ses besoins, apprendre à vivre l'intimité sans honte et apprendre à aimer sans se cacher. Au niveau du deuxième enjeu mondial, il soulève la santé émotionnelle et la sexualité. Freddy parle avec une lucidité déchirante. Le monde est malade parce qu'il ne sait pas comment aimer. Il ne sait pas comment toucher. Il ne sait pas comment se montrer. Il dit que la sexualité humaine est devenue un champ de bataille, un lieu de honte, un espace de performance, un terrain de peur. Dans les solutions personnelles, réconciliez-vous avec votre désir. Il dit que le désir est une force de vie, pas une menace, que la honte est un poison, que la liberté commence dans le corps. Puis au niveau des solutions collectives, il propose une éducation émotionnelle qui est basée sur la sexualité de vérité, de compassion, de liberté, de responsabilité. Au niveau du troisième enjeu, il parle de la maladie, de la vulnérabilité et de la finitude. Freddy parle de son propre parcours avec une intensité bouleversante. Le monde a peur de la maladie parce qu'il a peur de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité est la porte de la vérité. Il dit que les humains doivent apprendre à accompagner, soutenir, écouter, accueillir la fragilité. Ne fuyez pas votre fragilité, elle est votre humanité. Il propose une société qui valorise les soins, la compassion, la présence, la solidarité. Freddy s'avance vers moi avec une énergie hors solaire. Contrairement à David, il ne reste pas dans le subtil, il entre dans mon champ comme une vague chaude, vivante, presque électrique. Il pose sa main sur mon plexus solaire, puis je sens immédiatement une montée de feu. Ça dégage ma base, il y a une activation, c'est une expansion, mais il prend ma couleur de jaune d'âme. Et puis, il dit, tu retiens ton feu, tu retiens ta puissance. Je vais t'aider à te libérer sans que tu te brûles. Ah, j'ai accouché. J'ai vidé du on vide. Ça a été vraiment un soin qui agit comme une activation de courage pour dissoudre les peurs anciennes, les blocages émotionnels, pour réveiller la force vitale, ouvrir le cœur dans sa puissance et non pas dans la fragilité. Et puis, sa chaleur rubis s'est placée jusqu'en haut de mon plexus, puis dans le cœur, dans la gorge. Alors, ça a été vraiment une chaleur qui réveille, puis ça a été jusqu'au troisième œil. Ça a monté comme une spirale dans chacun de mes chakras. Et c'est vraiment une force que Freddy transmet, la capacité d'aimer sans honte, sans créer de permission et sans vivre de retenue.
Il dit, vous n'êtes pas fait pour être petit, petite, vous êtes fait pour être flamboyant, flamboyante. Et j'aide à assumer votre lumière. Et mon âme a répondu immédiatement, évidemment. J'adore, moi aussi, justement. Et on a reconnu les blessures, les failles, les zones encore sensibles, et même dans l'au-delà. Et ça a été comme une tempête magnifique, mais qui était encore portée par des cicatrices profondes. Et je me suis avancée et par son plexus et l'énergie solaire, on a réussi à vider la blessure d'abandon ancienne, la peur d'être aimé vraiment, les ruptures de cœur non résolues, les fragments de honte liés à la sexualité, les résidus de souffrance liés à la maladie et les entités émotionnelles attachées aux excès, à la drogue et à la solitude. Et ça a été vraiment comme une libération immense par la noblesse, une énergie de grandeur, de beauté intérieure, comme il n'a jamais complètement assumé. Et ça travaillait en résonance sur moi aussi, fait que ça a été un bel échange évolutif instantané. Fait que ça transforme aussi chez vous, instantané aussi, pendant qu'on raconte l'histoire. Mais en tout cas, ça activait une énergie rose, or, rubis blanc, diamant solaire, une énergie qui venait du cœur, mais aussi du je suis qui je suis. Donc, ça comme je lui ai transmis le message, t'es plus seul dans ton feu, là. On le purifie, on le répare, on le sanctifie, puis on le protège, là. On le protège, mais en même temps, en allant chercher son je suis qui je suis, ensemble, on a pu travailler sur son feu intérieur. Il a dégagé sa clairaudience, puis il a entendu des nouvelles sphères musicales. Fait que ça, il va être inspiré, il va composer, il va créer le son. Mais ça travaillait également ses extensions d'âme et ses mémoires émotionnelles. Et ça a été un soin de purification du feu sacré. Et ça a dégagé, bon, beaucoup de choses, des prises de conscience, des couches énergétiques, des mauvais alignements. Écoute, il y avait des serpents qui sortaient, des illusions anciennes qui se diluaient, des ruptures du cœur qui n'avaient jamais guéri. Et dans son centre, ça a été des parties de lui qui avaient été dispersées par la honte, la peur et la maladie. Et ça a été un beau feu qui s'est stabilisé dans une nouvelle vibration qui a émergé, un feu doux, un feu aimant qui ne détruit pas et qui finalement précise le besoin volontaire de briser des structures rigides, que ce soit dans le cœur énergétique ou dans un verrou émotionnel dans le champ. Et puis ce geste, ça lui a permis de respirer autrement, de relâcher, de réconcilier avec l'amour, sa propre vulnérabilité et son propre corps. Et me regarder avec une intensité nouvelle, une intensité qui n'est plus flamboyante, mais vraie. Et dit, tu m'aides à retrouver mon feu, le vrai, celui que je n'ai jamais osé montrer. Merci. Évidemment, moi, c'est un plaisir. Les feux sacrés, j'aime bien ça. Et puis, ben, j'ai matérialisé un cœur rubis solaire qui pulse, respire, qui justement représente la guérison de son feu. Fait qu'il y a une belle base verte émeraude, évidemment. Puis tu regardes une belle fleur sacrée à l'intérieur. Et puis, bon, ben, c'est pour la libération de la honte, de la culpabilité, pour réparer son cœur, la réconciliation avec l'amour, la souveraineté de son identité. Et je lui ai dit, garde ceci pour aimer sans te cacher, pour briller sans brûler et pour être toi entièrement. Puis il l'a reçu, intégré, ça l'a rendu plus stable, centré, lumineux, puis il m'a tendu un sceptre de lumière rubis, un sceptre de souveraineté, de puissance, de vérité, puis il prend comme son demi-pied de micro, puis quand il monte, ça rejoint la lumière, exemple du stade, puis le stade est plein à craquer, puis là, il monte ça, là, puis wouh, la salle est la foule est à chaud. Et là, je vois son sceptre déployer de l'énergie dans l'espace, comme une onde solaire qui traverse la foule puis qui revient vers moi. C'est très dynamisant. Puis je prends le temps d'absorber tout
ces petites informations sens du moment dans une écoute supérieure pour vibrer pleinement, tu sais. Puis il me dit, t'es un esprit libre et unique. Utilise-le pour dire ce que tu observes, tout ce que tu n'as jamais osé dire, sors-le, peins, dessine, écris, chante, bouge-le. Tu es directement sur ta trajectoire et ton ciel t'appartient pour être ce que tu n'as jamais osé être, pour aimer comme tu es fait, pour aimer. Puis là, il m'a donné un bec sur le troisième œil, puis il est parti chanter devant son stade plein. Et là, j'ai sorti mon style peace et tabouret et je l'ai accompagné en background, comme si nos deux vibrations se superposaient dans un même souffle. Et puis, le sceptre est entré dans mon champ, dans mon axe, dans mon canal supérieur, puis il est descendu jusqu'au plexus qui sert de socle. Mais Freddy me dit que c'est pour me garder le bras en haut dans les airs, prêt à livrer mon rayonnement pour la Terre, pour ma vie publique, dans le maintenant. Fait que c'est une énergie qui active ma puissance pour ne pas que j'aie peur de briller devant autant d'âmes dans ma vérité, puis dans ma liberté d'être, en n'ayant plus de blessures qui amèneraient l'impossibilité d'arriver à ça. Puis bon, à être acclamée pour qui je suis, ça aussi, je dois m'entraîner. Pas à rester humble parce que je le suis déjà profondément, mais parce que dans la vie, c'est un travail d'équipe. Fait que même si j'ai un sceptre qui amène le momentum du moment précis où ça commence, où c'est prêt, où la lumière s'ouvre, fait que là, ça a touché en profondeur dans mon cœur, hein, puis je dois vous le dire, ça marchait parce qu'il y avait l'absence de peur complètement baignée dans la lumière des foules avec une aisance totale. C'était clair, comme s'il était destiné à vivre cette ultime expérience dans la vie, puis je les remercie de me le partager. Alors, wow, c'est le fun, tu sais. Déjà, la transmission à la foule a été ajustée dans le bleu indigo. Fait que je l'ai remercié pour son service, sa présence, son courage, sa beauté, son âme, sa générosité, parce que il veut. Je l'ai béni comme un guide qui contribue à ce monde, mais à mon monde aussi, parce que là, il m'a fait avancer beaucoup, là. Il a rénové, il a rénové beaucoup ma structure, là. Ben, ça m'a libéré et je l'ai remercié aussi pour ce qu'il a incarné. Et puis, ben, je constate mes transformations. Là, j'avais une énergie bleue, indigo, rouge et étoilée blanche qui travaillait dans mes racines, dans le fond, ben, dans la terre, mais à droite. J'écris, mais est en train de me placer une énergie, un espace aux États-Unis. Je comprends qu'il me prépare quelque chose, mais je ne sais pas encore où ce qui s'en va avec ça, puis quel effet que ça va provoquer chez moi ni dans la matière. Mais ce que je sais, c'est qu'il prépare des choses, que j'ai des couches qui quittent de mon énergie, de mon plexus, des anciennes peurs qui me limitent en lien avec les États-Unis. Je vous l'explique, puis je le vois. Ah, ça date de 1752, puis j'étais sudiste. Bon, OK, comme un ancien poids qui se dit ça. Fait que je m'harmonise avec les États-Unis. Je l'ai béni pour son bisexualisme, là. C'est novateur, puis c'est assumé. Puis pour le vent de changement qu'il a insufflé à la société, pour les transformations qu'il a réussi avec succès. Bon, puis en plus, qu'il aide, qu'il guide les gens, puis qu'il dégage, qu'il continue encore de rassembler. Puis il dit que sa musique, elle roule encore beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui le sollicitent. Fait que, il est occupé. Il est pas réincarné, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais ça, c'est clair. Et puis, bon, je l'ai béni aussi pour que son cœur solaire renchérit. Tu sais, là, j'ai repris comme le cadeau que j'avais donné. Et puis, j'ai ajouté un rayon mauve, un rayon blanc quand j'ai vu là que, bon, je l'ai remercié pour ces changements provoqués. Et puis, quand ça s'est couplé avec mon cœur, c'est le don de transformer qui joue, puis qui le fait dans la joie, dans la musique, puis dans l'amour. Fait que je dis bravo, tu sais, il nettoie beaucoup d'énergie dans son histoire, puis aussi dans les âmes qui l'aident. Fait que, bon,
Fait que je l'ai béni de son don de décompliquer des situations de vie et je l'ai aidé à libérer des traces de tracas. Et puis, il a incliné la tête, chargée de profondeur. Il me regarde dans les yeux, puis David, avec son bleu cobalt, est là aussi. Fait que là, je dis, OK, on s'en va en triangle. Et la fréquence a changé complètement. Deux génies, deux consciences, deux forces. Fait que j'étais en gratitude, tu sais. Puis là, il y a nos je suis aussi qui sont là, qui ont participé. Fait qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes. Et j'ai chaud, genre. Puis je leur ai dit merci, merci pour votre bienveillance, votre présence, pour vos soins, vos cadeaux, vos transmissions, vos œuvres et réalisations. Merci d'être venu à moi, à nous, d'aider à sortir nos plus grandes forces pour avancer avec courage dans la réalisation de notre plan de vie. Je vous bénis pour tout ce que vous avez contribué à ce monde, pour tout ce que vous avez incarné et pour tout ce que vous avez libéré. Là, ils se regardent, ils se comprennent sans se parler, puis ils se tournent vers moi, vers nous, ensemble. David est le premier à parler avec sa voix calme, précise et cosmique. Il dit, tu es une porte entre les mondes, entre les identités, entre les réalités. Tu es venu pour ouvrir, pas pour suivre. Tu es venu pour montrer ce que l'humain peut devenir sans qu'il cesse de se réduire. Et Freddy ajoute avec son feu, son intensité et son cœur, tu es une scène vivante, tu es une vibration qui doit être vue, entendue, ressentie. Tu es venu pour libérer, pour inspirer, pour réveiller. Tu n'es pas faite pour la discrétion, tu es faite pour la vérité. Et là, j'ai comme la vérité de masse. Là, j'ai compris que masse full, là, ça a été diminué. Fait que j'ai dit, OK, je suis prête à l'entendre, mais pas trop fort. Je partirai. Puis là, la voix se sont fusionnés, puis ils ont dit, écoute, t'es prête, t'es alignée, t'es ouverte, t'es activée, t'es exactement là où tu dois être. Nous t'avons aidé à préparer ton ciel, ton axe, ton feu, ta vision. Maintenant, avance. Le monde attend ce que toi seul peux offrir. C'est une onde qui a traversé mon champ, mon cœur, mes racines, mon canal, puis wouh, c'est une onde qui dit maintenant. Ils me montrent ensemble une vision. Et là, je comprends qu'ils viennent m'aider à entrer dans ma mission publique de ma mission. Pas une apparition timide, mais une entrée assumée, vibratoire, une entrée où je porte mon sceptre rubis, mon prisme argenté, mon axe, mon feu, ma constellation, le momentum de commencer maintenant. Mon rôle de créatrice de réalité, il m'aide à stabiliser mes visions, David. Il m'aide à activer mon feu, Freddy. Il m'aide à unir les identités, les talents, les voix et les dons. Puis mon impact sur les foules, il me prépare à être vu, entendu, à être acclamé sans perdre mon authenticité, puis à tenir ma lumière devant des milliers d'âmes. Je dis bravo, j'ai besoin d'entraînement, surtout avec les démarches que je suis en train de faire. Ça tombait bien. Merci pour la préparation. Et ben, au niveau de mon œuvre, il me montre que ce que j'ai créé n'est pas un projet, mais c'est une mission, une transmission, une révolution vibratoire, puis une avancée collective. Là, je dis, ça mérite d'être clair, hein? Puis là, je vois la gugu patentée par Freddy dans mes racines. Je dis là, l'expansion internationale en plus, là, pourquoi les États-Unis, ils m'y rapprochent, tu sais? Là, j'ai compris que c'était un appel, un terrain de mission. Bon, fait que j'ai dans mon plan de relancer, faire ma chronique avec Shekil. C'est peut-être ça qui m'aide à préparer. Parce que oui, j'ai pas abandonné le projet. Ça fait un an, là, 12 mois précisément, là, que j'ai failli rencontrer Shekil. Mais parenthèse, si j'étais à TVA Sport, je vous dis, je me mets sur le projet. J'ai pas renoncé. Ah, fait qu'en tout cas, j'ai apprécié vraiment la puissance, la vérité, l'identité, le rôle, l'impact que ces deux présences-là nous ont avancé aujourd'hui. Puis, ben, qui m'aident à préparer le momentum, le moment où tout commence. Alors, j'étais vraiment très honorée. Ils m'ont dit, nous t'avons aidé à te soutenir. Maintenant, va et le monde est prêt. Toi aussi. Alors, le son est scellé, la mission est ouverte, le chemin est activé. Et merci à vous, au fond du cœur, mes chers auditeurs, pour votre présence, votre ouverture.
votre attention, votre cheminement intérieur. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui dans cette exploration vibratoire profonde et lumineuse. Chaque semaine, vous ouvrez un espace en vous pour accueillir ces trajectoires d'âme et ces honneurs de marcher avec vous. Je vous bénis chacun, chacune pour votre évolution, votre courage, votre lumière, votre désir de comprendre au-delà des apparences, que cette émission vous accompagne, vous élève, vous inspire, vous soutienne dans votre propre transformation et vous encourage à aimer davantage votre vie difficile ou merveilleuse, tout dépendant où vous êtes rendu dans votre processus d'aimer. Un immense merci également à l'équipe du groupe Focus pour votre accompagnement, votre présence, votre soutien et engagement. Il a une place de disponible si vous voulez vous joindre à l'équipe du Focus Group. Il suffit d'avoir écouté toutes les émissions jusqu'à ce jour. Et puis, ben, pour tous ceux et celles qui ont écouté l'ensemble des émissions, ben, merci beaucoup. Vous faites partie intégrante de cette émission. Je vous rappelle que je suis disponible pour des consultations en médiumnité et pour vous accompagner dans votre chemin personnel, vos questions, vos ouvertures, vos guérisons. J'ai également des outils vibratoires pour vous soutenir, comme des méditations guidées, des séries ateliers avec les 17 rayons sacrés pour évoluer et avec Maître Saint-Germain, ou des pratiques énergétiques pour votre transformation intérieure. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et page Facebook. Puis à notre Instagram, Évoluons en célébrité. Vous pouvez écouter l'émission sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube évidemment. Et la semaine prochaine, nous allons probablement accueillir le groupe de musique Nirvana ainsi que l'âme de Kurt Cobain. Une rencontre vibratoire, puissante, sensible, essentielle. Merci d'être là, merci de partager l'émission et de faire rayonner cette mission autour de vous. Soyez bénis, namasté, passez une magnifique semaine.